Bonsoir à vous. Merci d'être venus si nombreux en ce lendemain du deuxième tour des législatives. Comme vous le savez, 20 candidats verts. Dimanche 1er juin 1997, 8 députés verts et apparentés sont élus. Les écologistes entrent au Parlement. Dominique Voynet est nommé à la tête d'un grand ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Une page vient d'être tournée, celle de l'histoire de la génération verte. En 30 ans, le mouvement est entré dans l'âge mûr. De 1968 à 1981, sous la houlette de René Dumont et de Brice Lalonde, le mouvement s'organise et témoigne. De 1981 à 1997, partagé entre ses leaders, il vit ses heures de gloire et de misère. Yves Cochet, 51 ans, 22 ans en mai 68, député vert. Jean-Luc Benamias, 42 ans, il a 13 ans en 68, secrétaire général des Verts. Jean Carlier, 75 ans, 43 ans en 68, journaliste. Brice Lalonde, 51 ans, 22 ans en 68, ancien ministre et président de Génération Écologie. Le mouvement écologiste français est né quelques années après 68. Mais c'est vrai qu'à sa source, il y a un courant de l'écologie qui vient de 68. C'était le courant, disons, spontané des jeunes qui voulaient changer de vie. Voilà. Ce sont les jeunes qui sont éduqués. C'est l'arrivée des 30 Glorieuses. On consomme, on découvre la télévision, le monde entier. C'est l'époque où l'Europe arrive. Enfin, et donc, toute cette génération ne se retrouve pas dans les partis politiques qui sont dominants à l'époque. En mai 68, j'étais président de la Corporation des étudiants en sciences à l'université de Rennes, à l'UNEF. Et puis est arrivé 68, avec des discussions passionnées, passionnantes, mais en même temps stériles, à mon avis, du point de vue, disons, de la créativité politique qui voulait faire autre chose. Quand éclatent les événements de mai 68, Yves Cochet est en DEA de sciences. Dans les amphithéâtres, il retrouve ceux qui mettent en question le progrès scientifique. À quoi bon ce progrès si l'on vit plus mal, si les déséquilibres nord-sud s'accentuent? Qui décide du progrès? Pour qui? Est-ce que les choix scientifiques, les choix de recherche, sont des choix hors du temps, ou bien est-ce qu'ils sont dictés en fait par des considérations stratégiques ou industrielles? Je pense qu'ils le sont, bien entendu, et que les scientifiques ont une responsabilité. Alors, c'est un peu ça qui m'a fait découvrir l'écologie politique aussi, en dehors d'une militance de terrain, disons dans des associations de protection de la nature. C'est aussi le questionnement, à travers la science, qu'est-ce que la société nous impose comme choix, que ce soit dans la science, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les transports, ou bien dans la politique énergétique. Alors 68 est une espèce de première crise, et ça n'apparaît que quelques années plus tard, lorsque ce courant de 68 qui voulait changer la vie, qui voulait quoi? Tout, voulait tout, rencontre d'autres combats, d'autres luttes, découvre l'écologie. Brice Lalonde, fils d'un riche drapier, est d'origine écossaise par sa mère. Elle lui a appris le nom des plantes et l'amour des animaux. En Hippocagne, à Louis le Grand, il est formé aux lettres classiques, mais il rêve d'archéologie et de la vraie vie en face, à la Sorbonne, où il va se battre contre la langue de bois gauchiste. Alors, Brice Lalonde, moi j'ai été président de la Sorbonne, des étudiants de la Sorbonne en 68, et j'étais furieux contre les groupuscules trotskistes, maoïstes, tous ces gens-là qui avaient un vocabulaire compliqué, ils voulaient absolument nous chapeauter. Inadmissible que pendant 10 jours, ce soit toujours les mêmes qui dirigent les débats. Il ne s'agit pas d'une dizaine d'enragés, mais qu'il s'agit aujourd'hui d'une prise de conscience grandissante dans tout le mouvement étudiant. Avec mai 68 s'esquissent les premières critiques de la société de consommation. Un certain type de développement est mis en cause.
Quelques années plus tard, les idées d'Ivan Illich traverseront l'Atlantique, renforçant l'opinion de ceux qui mettent en question l'école, la marchandise ou l'impression que le taux de croissance engendre de la richesse. Illich prône une utopie où celui qui consomme moins est plus heureux. Il rejoint ainsi les idées du Club de Rome qui ne cesse d'annoncer le prochain épuisement des ressources. Mais en attendant, c'est à la voiture gadget et symbole que s'en prend la jeunesse. Et puis j'étais un cycliste, c'est-à-dire que je vivais à Paris, je faisais de la bicyclette, je me déplaçais à la bicyclette et j'ai rencontré par hasard une association qui venait de se créer en 70, enfin donc 2 ans après mai 68, qui s'appelait les Amis de la Terre. C'était un avocat américain et un journaliste français qui venait de faire le tour du monde en bateau, qui avait rencontré les Américains en Californie. C'est en 1971 qu'Alain Hervé, journaliste aventurier, fonde les Amis de la Terre, filiale française de Friends of the Earth. Peu intéressé par la conduite d'une organisation qui va structurer le mouvement politique, il en laisse les rênes au mathématicien Pierre Samuel. Quelque temps plus tard, en émergera la branche française de Greenpeace. C'était une très grande effervescence, d'abord parce que c'était un terrain totalement nouveau, totalement neuf, passionnant, une découverte magnifique. C'était la découverte aussi du grand monde, l'Amérique, puisque ces thèmes nous venaient directement de Californie, c'était San Francisco, Sierra Club, Amis de la Terre, tout ça c'est San Francisco. Et quelques années plus tard, Vancouver, donc vraiment le Pacifique, c'est-à-dire Greenpeace. Tous ces thèmes étaient totalement nouveaux, donc on les apprenait, on était passionnés, et on essayait donc très exactement en France, de mélanger la tradition mai 68, la tradition politique française militante, l'activisme, avec tout d'un coup ces thèmes qui venaient directement de Californie. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que tous ces écologistes, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais enfin, ces gens manquaient totalement de savoir-faire militant et qu'il leur fallait absolument des ouvriers de la Révolution. J'ai commencé à militer et à m'engager à l'âge de 17 ans, en 1973, c'est aux Amis de la Terre. Comme beaucoup de jeunes de l'époque, qui ont disons, je pense, entre 15 et 20 ans, qui n'ont pas vécu 68, qui l'ont vécu par procuration, qui ne pouvaient pas, vu leur âge, 11, 12 ans, 13 ans, être dans la rue, et heureusement pour eux, c'était quand même un peu dangereux, qui se disent, tiens, je vis moi aussi quelque chose de réel, et non pas de théorique, mais de vraiment pratique. Et je crois que je tombe en même temps dans un grand mouvement. Je suis pour les Indiens contre les cow-boys, c'est très clair, et le choix a été vite fait. Peut-être familial, mais aussi parce que je crois que, comme beaucoup de gamins, on est pour les Indiens, quoi. Même si après on apprend à aimer les cow-boys aussi. Les premières batailles ont été en effet sur le cadre de ville, l'idée d'appeler les gens à bicyclette contre les voies express rive gauche. On voulait mettre une autoroute au centre de Paris. Pompidou disait qu'il fallait adapter Paris à l'automobile. Et donc ça a été tout de suite, mais certainement pas, il faut faire le contraire. Il ne faut surtout pas défigurer Paris, l'endroit où l'on vit. Et ça a été la découverte de tout cela. Les manifestations en vélo vont rythmer les débuts de l'écologie. 1971, 72, 76, elles rassemblent des milliers de personnes à Paris. Elles symbolisent le refus de la voiture, mais aussi de nouvelles luttes. Mais bon, Paris est à nous. Le vélo gratuit pour tous les Parisiens. Quand je dis Paris est à nous, je pense toujours pareil, de la même manière, c'est que les grandes villes sont à nous. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre les trottoirs, l'espace urbain tel qu'il est. Et je crois que là, il y a une naissance forte de ce qui devient après, au fur et à mesure, l'écologie urbaine. Un courant que médias et institutions mettront un peu de temps à reconnaître, dont sont issus par exemple Pierre Radin ou Guy Asquette, qui réclament une nouvelle organisation de la vie en ville, une aspiration au mieux vivre. Mieux identifié, un autre courant irrigue la nébuleuse. Il s'agit des protecteurs de la nature. En 1967, l'accident du Torrey Canyon qui touche la Bretagne va rapprocher écolo des villes et des champs. Les marées noires ne sont plus un simple problème local, il faut pour les gérer une organisation nationale et même internationale.
En 1969, la puissante Fédération de protection de la nature voit le jour, faisant connaître en France l'ouvrage de Rachel Carlson, Le printemps silencieux. C'est un cri d'alarme. Volontiers catastrophistes, ces thèmes sont repris par les associations régionales françaises, de l'Alsace à l'Auvergne. Il faut revenir à mes origines auvergnates. Je suis un enfant du Puy-de-Dôme et je pense que, enfin, je veux dire que quand on avait envie de voir le temps, c'est pas la radio qu'on écoutait, on regardait le Puy-de-Dôme pour voir quel temps il ferait, etc. Et j'ai vu comment, petit à petit, la campagne partait un peu, quoi. Les vignes ont perdu une rangée parce que c'était trop long à travailler, et ainsi de suite, quoi. Et donc, je voulais garder ça, quoi, instinctivement, voilà. Quand on a dit sous les pavés la plage, moi j'ai dit sous la plage la terre. Donc, j'étais pas sur la même longueur d'onde que les gens de mai 68, et j'ai même dit plus tard, quand j'ai vu qu'ils étaient dans la détresse, j'ai dit les orphelins de mai 68 ont sauté dans le train de l'écologie parce qu'ils se sont dit on va tout de même aller là-dedans. C'est un peu, ça nous ressemble un peu quand même, voilà. La presse a pris le relais du mouvement. Le catastrophisme se vend bien. Et puis, en 1969, Armstrong a marché sur la Lune. Chacun découvre alors les limites du vaisseau Terre. Les pionniers journalistes sont nombreux. Un tiers de journalistes, un tiers d'infirmières, un tiers de profs. On pourrait dire ça comme ça. Mais parce que c'est quoi journaliste? On devient journaliste quand on a envie d'écrire, quand on a envie d'exprimer. Ma conception, c'est journaliste, c'est d'écouter les gens et de répercuter ce que disent les gens non pas le plus fidèlement possible au niveau strict du terme, mais au niveau du fond, ne jamais trahir les gens que j'ai écoutés, que j'ai entendus. Ainsi, mai 68 a révélé l'importance de la presse. Le quatrième pouvoir dûment dénoncé est à prendre. La jeune génération se lance dans sa conquête. Déjà existe une chronique, celle de Jean Carlier, qui dès 67 mobilise la France pour sauver la Vanoise. Jean Carlier, il est à RTL. Il a lancé dès les années fin des années 60, 66, 67, les premières rubriques environnementales sur RTL. Grosse radio, hein, c'est la plus grosse radio française. Ça, c'est les années 67, 68, 69. Et il y a les années aussi, début des années 70, où la conception environnementale commence à percer dans le monde politique de l'époque. C'est la création du ministère de l'Environnement, 70-71. Et à la fois, en même temps, il y a cette émission à la télévision qui apparaît, qui s'appelle La France défigurée. La France défigurée, c'était tous les dimanches, à 17h, et à l'époque avec 2 chaînes, et on faisait 60% du marché. C'était l'émission la plus suivie, la plus regardée de la télé. Elle avait un impact absolument considérable. Quand je descendais dans un village avec la France défigurée, je me souviens du maire de Cabourg, qui était Cocatrix à ce moment-là, qui dit « Si la France défigurée débarque, je lâche les chiens ». Elle gênait. Je me souviens que Pompidou avait dit « La France défigurée, c'est une très mauvaise image pour la France ». Parallèlement à la grande presse, les écologistes vont lancer leur propre titre. Le Sauvage, créé par Alain Hervé, est lié au groupe du Nouvel Observateur. Fait par des pros, il dispose d'un budget conséquent. Ce qui n'est pas le cas du journal Écologie. Puis il y a un journal qu'on ne peut pas oublier, celui de Jean-Luc Burgader, qui s'appelait Écologie, Écologie Info, qui est quand même un historique de l'écologie politique et qui met toute sa vie, l'ensemble de ses fonds et héritages de terroir, et perd même ses baraques, d'héritage et autres, pour tenir ce journal. Autre héritage, l'enfant de Charlie Hebdo, la gueule ouverte. Comme son nom l'indique, c'était un journal pour gueuler avant la fin du monde, quoi. On voulait bien crever, mais la gueule ouverte. C'était ça l'idée du... Je me rappelle qu'on a cherché ce titre pendant des jours et des jours. C'est Fournier. Il a abandonné le dessin, il a voulu faire un journal avec l'argent de Charlie Hebdo. Il a pu lancer La Gueule Ouverte, qui était un mensuel au début. Et Reiser était un écolo, et lui, il apportait des idées positives, des alternatives, lui. Il a fait vraiment un peu Léonard de Vinci. Chaque semaine, il racontait ses bricolages sur l'énergie solaire, c'était formidable. On s'est aperçu très vite quand même que c'était difficile de vendre un journal
qui se plaignait tout le temps, quoi, qui trouvait que tout allait mal. Et je pense que maintenant, il y a de l'écologie un peu dans tous les journaux, tu vois, mais justement, emballé dans des belles images. Parce que, tu vois, 16 pages ou 24 pages, uniquement pour dire, là, ça va pas, là, ça va pas, là, c'est la merde, là, on va crever. Je crois que c'est trop pour les gens. On retrouve dans La Gueule ouverte, donc sur plusieurs équipes. Alors Arthur, évidemment, hein, qui est un des grands noms, Isabelle Cabu, Bruno Civelle, Marc Tivol, Hélène Crier, qui fait ses premières âmes environnementales, Michael Gerbrandt et d'autres comme ça, qui soit font un passage, passe à Libération ou passe à d'autres titres, ou même arrêtent le journalisme, soit régulièrement, on les retrouve aujourd'hui. Donc tout ceci est né en même moment. Et puis une question ensuite stratégique. Au fond, tout ça, c'est l'écologie. Comment est-ce que l'on peut faire triompher l'écologie? Comment est-ce que l'on peut faire comprendre ce qui se passe? Et nous avons hésité entre la voiture et les centrales nucléaires. C'est le nucléaire qui a structuré. Oui, c'est le nucléaire, oui. Parce que finalement, c'était moins dilué que l'automobile. Elles n'étaient pas construites. C'était en quelque sorte le gouvernement qui nous offrait le champ de bataille. Profondément imprégnés de l'idée qu'ils vont changer la société, les écologistes s'attaquent aux symboles de l'État. Leur premier combat rassembleur va être la défense du plateau du Larzac. L'armée y a un projet d'extension du camp militaire. Des moutons contre des tanks, le décor est planté. Ébahis, les paysans du Larzac verront débarquer plus de 60 000 urbains. Autre principe fédérateur, la lutte antinucléaire. De 1971, où 1 millier de personnes manifestent à Fessenheim, jusqu'à Malville en 1977, où ils seront plus de 60 000, ils se retrouvent au Bugey, à Gravelines dans le Nord et sur les landes de Plogoff. Plogoff restera le site de la dernière résistance. D'année en année, l'opposition s'amplifie. Les marins-pêcheurs et les bretonnes en coiffe rejoignent les écolos. Un nouveau mouvement social a vu le jour qui veut décider de sa manière de vivre, de sa santé, de son progrès. D'un autre point de vue, il y avait des échéances électorales et les Amis de la Terre qui avaient cette double faculté d'être à la fois très environnementaliste, très associatif, y compris à l'échelon international, mais aussi engagés au moins localement, voire même nationalement dans les élections, ont fait que pour la première fois en 1974, à cette élection présidentielle, là où il y a eu d'ailleurs Giscard d'Estaing qui a été élu, eh bien, la première candidature vraiment représentative de l'écologie politique cette fois-ci, celle de René Dumont, qui certes a fait un score médiocre, mais qui, du point de vue symbolique, a lancé en fait l'écologie politique en France. Donc on a soutenu René Dumont, on a participé à quelques-unes de ses réunions sur la péniche qui lui tenait lieu, disons, de local de campagne. Qu'est-ce que tu penses de René Dumont? Mais j'ai dit, ce serait très bien, seulement il n'est jamais là. Mais justement, il revient d'Alger demain après-midi. Et je dis, ce serait très bien dans la mesure où il n'est plus seulement agronome, il est aussi devenu écologiste en publiant l'année précédente L'Utopie ou la mort. Il a viré sa cutie. Il est un peu vert sur les bords maintenant. Donc, on peut, allez-y. Alors, mais tu voudrais pas venir, ça ferait plus sérieux, m'a-t-on dit. Puis en plus, nous, on n'a qu'une 2 chevaux. J'aurais dit, au contraire, hein. Moi, j'ai pas de voiture, mais vous, avec une 2 chevaux, vous allez lui plaire beaucoup. Nous étions quelques-uns en 2 chevaux. En 2 chevaux. Je lui pose la question, je ne sais pas comment je t'appelle d'ailleurs. Oh, est-ce que vous accepteriez d'être notre candidat? Je pense que tu vas tutoyer quand même. Bon, alors je ne me souviens plus, avec les années qui passent. Et tu as demandé 1 jour de réflexion, seulement 24 heures de réflexion. Probablement, c'était toute une équipe de jeunes, ces écologistes, en grande majorité. Et probablement qu'ils avaient besoin d'avoir un sens de respectabilité. Pour ça, il fallait un ancien. Mais évidemment, un ancien, d'abord, qui sache parler à la télévision. Enfin, il faut être à l'aise devant les étranges lucarnes. On savait que le propriétaire des bateaux-mouches du pont de l'Allemand luttait contre la construction d'une route sur berge, sur la rive gauche, et par conséquent, avait comme allié les écologistes. Alors, à ce moment-là, nous sommes allés le trouver et il nous a offert un bateau de réforme. Il a dit, un bateau qui ne sert à rien, je vous l'offre pour la durée de la campagne électorale. Si au départ, une grande majorité de militants est opposée à la création d'un parti, l'idée de la candidature de René Dumont fait consensus.
Ingénieur agronome, il s'est fait connaître du grand public par son best-seller « L'Afrique est mal partie ». Avec son pullover rouge, un verre d'eau à la main, il fait une campagne médiatique et peu coûteuse. 5000 jours pour sauver la planète. Comme ça a été écrit il y a 2 ans, il nous reste plus 5000 jours. Hein. Les autres candidats de la gauche et de l'extrême gauche, et les candidats marxistes par exemple, il faut dominer la nature pour l'exploiter au profit de l'homme. Nous, il faut respecter la nature, la protéger pour qu'elle garde son potentiel de production. Et je dis, c'est pas un niveau de vie, c'est un niveau de gaspillage. La façon dont il parle des choses est un concept complètement inhabituel en France. C'est un concept non productiviste au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il parle de l'eau, il parle de l'énergie, il parle des choses qui sont... Il a sa pomme, là, il a son verre d'eau, puis il dit tout ça, ça coûte cher. Et ça n'est pas des biens qui sont des biens qu'on pourra avoir tout le temps de manière incommensurable. René Dumont obtient 1,35% des voix. C'est peu, mais c'est le premier score d'une nouvelle formation qui va aller en s'affirmant. C'est en tout cas le score exact qui sépare les deux candidats restés en lice au second tour, Giscard et Mitterrand. Après, le mouvement écolo se retrouve en 1974, juste après la campagne présidentielle, à Montargis. Il y a 3000 personnes qui se retrouvent et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Parce que tous les courants, à la fois libertaires, les courants de droite, les courants de gauche, se retrouvent là et personne ne veut conceptualiser et structurer le mouvement de manière forte. Après la candidature de René Dumont, le mouvement va s'organiser. Les échéances électorales sont nombreuses et les scores s'affirment. Pour chaque échéance, le mouvement se retrouve et décide de se donner un nom, créant ce que les militants baptisent des organisations biodégradables. Les débats qui agitent la mouvance ne sont pas seulement des problèmes de personnes, mais bien le fait de trouver une identité à ce nouveau courant politique. Plusieurs événements cimentent et consolident l'organisation. Le projet de construction du surgénérateur à Cresse-Malville et le naufrage de la Moco Cadiz. Sur le front du mieux vivre, le mouvement se donne de nouveaux outils. Il remplace la grève par le boycott, l'action directe, la manifestation pacifique et ludique à destination des médias. Il remplace les syndicats par des associations de défense de la nature ou du consommateur, dont la plupart ont une branche internationale. Nous avons appelé au boycott pour obtenir de cette compagnie qu'elle s'engage à verser des indemnités complémentaires aux victimes de la catastrophe, puisqu'on estime généralement que les assurances ne couvriront que la moitié à peine des dommages occasionnés. Un autre événement va marquer durablement le jeune mouvement. Alors qu'en 1976, le rassemblement contre Superphénix à Malville s'était déroulé de manière pacifique, celui du 31 juillet 1977 s'annonce très mal. Des groupes gauchistes durs ont rejoint les écolos. L'État a interdit la manifestation. 40 000 personnes se retrouvent prises dans une véritable opération militaire qui coûtera la vie à Vital Michalon. Le ton change. L'écologie s'oppose désormais à l'État. Et puis il y a Brice Lalonde qui se présente à des cantonales partielles. Et il lance vraiment une conception du mouvement écolo-politique que certains, que lui d'ailleurs a appelé libéral-libertaire. Une idée qui se traduit par de l'alliance à la carte et qui va semer de l'incrédulité. L'idée de former un parti reprend de la force. Le MEP, Mouvement d'écologie politique, voit le jour. C'est un embryon de parti. Outre les Alsaciens, on y retrouve Philippe Le Breton, universitaire lyonnais, qui s'oppose à Brice Lalonde. Pour décider de qui sera candidat au présidentiel en 1981, des primaires ont lieu à Lyon. Pour la dernière fois, le mouvement écologiste va partir uni derrière le candidat Brice Lalonde. La difficulté avec Brice Lalonde, c'est qu'il ne veut pas constituer un mouvement durable d'écologie politique structurée. Et en plus, c'est lui qui lance, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui et ce qu'on peut penser, qui lance cette idée de ni droite ni gauche. C'est-à-dire que l'écologie est au-dessus de tout ça ou ailleurs par rapport à tout cela. C'est pas Wechter qui lance ça. Il faut changer la politique. Est-ce que c'est sérieux finalement que des états-majors décident des candidats puis que ceux-ci se promènent partout en disant voilà le programme, votez pour moi? La politique de nos jours consiste d'abord à aller écouter les Français et à trouver parmi eux ceux qui ont déjà proposé des solutions. Ils voulaient qu'on se tourne vers le PSU, qu'on se tourne vers le Parti radical, que si, etc. C'est donc ça qui m'avait froissé. Et j'avais un peu pris de recul avec ces mouvements-là. J'avais beaucoup insisté auprès de Cousteau pour qu'il soit le candidat. Dernier doute, dernier soubresaut, dernière tentative. Mais Cousteau dira non. Il craint un score trop modeste. En rassemblant 3,35% des suffrages et plus d'1 million de voix, Lalonde fait un bon score.
Entre les deux tours, une négociation a lieu avec le Parti socialiste, mais il n'y aura pas de consigne de vote pour le deuxième tour. Pour une partie du mouvement, c'est le gage de la maturité. Pour l'autre partie, c'est la déception. Nous avions aussi quand même une très grande méfiance des structures politiques. C'est sans doute 68, ça. Alors, j'avais développé pour moi-même une théorie, la théorie du gardien de but. La règle du jeu, c'est que personne ne fasse de la politique, sauf le gardien de but qui était là pour empêcher précisément l'alourdissement ou la coagulation, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, la cristallisation d'un parti politique qui aurait créé immédiatement ses clercs, ses bureaucrates et ses dirigeants. Et donc, j'étais le gardien de but. Alors évidemment, j'avais le droit, moi, de faire de la politique, et les autres ne devaient pas en faire. Mais c'était précisément pour interdire et empêcher la formation de toute bureaucratie verte. Ça a duré 10 ans, quand même. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. À plus de 60%, les voix des écologistes se sont reportées sur François Mitterrand. Élu le 10 mai 1981, il met fin à 23 ans de pouvoir de droite. Pour toute une génération, c'est l'espoir de voir émerger une autre manière de gouverner, de voir s'ouvrir le débat sur le nucléaire. Le 3 juin 1981, le gouvernement renonce à la centrale de Plogoff et à l'extension du camp sur le Larzac. Mais il conserve l'orientation énergétique nucléaire. Après le cri d'alarme, les écologistes acceptent le jeu du pouvoir. Commencent les années de gestion.